J'ai encore un peu de travers là. Voilà. Adi les amis, c'est Remake. Ravi de vous revoir sur cette chaîne, Remake et Grossama, j'espère que tout va bien pour vous. À la vôtre. C'est tellement bon le café. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème, pour une vidéo exploration, mais directement de votre canapé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à des endroits interdits, voire même dangereux pour l'homme. Et ces lieux ont été parfois visités, voire même très peu. Ou alors ce ne sont que des rumeurs, ou des trucs qu'on raconte sur eux, mais je pense que ça valait le coup d'en parler. On connaît tous des lieux mondialement connus qui nous sont interdits. La Maison Blanche, la Zone 51, les bars avant 18 ans, voilà, beaucoup d'endroits comme ça. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à des endroits qui sont beaucoup moins populaires, mais tout aussi intéressants. Bon alors on se lance et on visite aujourd'hui des lieux interdits à l'homme. Ok, le premier. Vous en avez certainement déjà entendu parler, je pense. Moi personnellement, j'y foutrais jamais les pieds, ça c'est quasiment sûr. Donc située dans le golfe du Bengale, cette île abrite une tribu indigène appelée les Sentinelles. Cette civilisation rejette tout contact avec tous les autres êtres humains de la planète. C'est l'une des dernières communautés encore isolées du monde moderne. Elle suit un mode de vie simple, guidé par la pêche et la cueillette. Et si leur territoire est considéré aujourd'hui comme un lieu interdit sur Terre, c'est bien parce qu'ils n'apprécient pas que des étrangers s'approchent de chez eux. Un accueil est fait avec des arcs et des flèches. J'avoue que ça fait jamais très plaisir, hein. On va pas se le cacher. Située au large de la Birmanie, et c'est rattaché à l'Inde d'ailleurs, cette île est l'un des endroits les plus isolés du monde. Le peuple qui y vit est appelé donc les Sentinelles, ne laisse personne s'approcher et accoster sur l'île. Ils sont présents depuis des millénaires, et les Sentinelles sont toujours aujourd'hui l'un des derniers peuples à être aussi éloignés du reste de la civilisation mondiale. Alors, une poignée d'hommes a tenté d'entrer en contact avec eux, mais ces rencontres se sont plus ou moins finalisées par des échecs. Les Sentinelles protègent farouchement leur indépendance, et parfois de manière extrêmement violente. Donc pour cette raison, le gouvernement indien a décidé d'interdire l'accès à cette île. Et elle va être travers. Donc certains pêcheurs étaient devant l'île aussi, effectivement ça avait été approché, et la tribu s'est attaquée à ceux qui s'approchaient trop, et même des pêcheurs avaient été tués en 2006. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a un autre danger pour eux justement, c'est nous. Parce que si on va les voir, et si on leur apporte n'importe quelle maladie, la grippe, je sais pas, la gastro, un bon rhume des familles, ils peuvent ne pas survivre à ça parce qu'ils n'ont pas effectivement tous les médicaments ou tous les antibiotiques ou toute la médecine moderne que nous on a. Mais clairement, l'idée à retenir, c'est de leur foutre la paix. Parce que clairement, ils ont besoin ni de nous, ni de qui que ce soit pour vivre leur vie tranquillement. Alors foutez la paix aux Sentinelles. Ok ? Alors le Bohemian Grove, ça je connaissais pas du tout cette histoire, j'ai été très curieux de la découvrir, où le Bohemian Club a été fondé en 1872, et il compte aujourd'hui plus de 200 membres, uniquement des hommes. On reste entre nous, qui c'est qui a la plus grosse, et vous allez me dire, c'est quoi ce club ? Pourquoi il est si intéressant ? Parce qu'il regroupe donc ces 200 membres qui sont les mieux placés dans les secteurs économiques, dans le monde de la finance et dans le monde politique. Un espèce de franc-maçon des temps modernes, quoi. Donc ce club se situe, et vous le sentez venir vous aussi, la douille, elle arrive, elle arrive bien. Chaque mois de juillet, le club laisse entrer des personnes très fortunées sur leur propriété privée de 11 km² en Californie, près de San Francisco, et pendant 2 semaines, pour parler des affaires du monde, pour pratiquer des rites un peu particuliers, la Cremation of Care, c'est-à-dire le bûcher des soucis, et ce lieu secret est réservé uniquement à des hommes influents de la planète, comme des banquiers, des présidents. Je vous en laisse une liste comme ça, hein. George Bush, Bill Clinton, Valéry Giscard d'Estaing. 3 petits points. Même Emmanuel Macron, selon certains dires, serait accepté dans ce club-là. Il y aurait aussi des ministres, des gouverneurs, des directeurs de FBI et de la CIA, des acteurs aussi, Clint Eastwood en ferait partie apparemment, des milliardaires et des scientifiques. Neil Armstrong, par exemple aussi.
Et on ne sait pas exactement ce qu'ils font. C'est là où effectivement tout est le côté très étrange de ce club-là. Certains parlent d'orgie titanesque, d'autres d'un simple club med pour ultra riches. En gros, ils se retrouvent entre eux à se dire on est les meilleurs. On y a aussi, par exemple, aperçu le président Nixon discuter avec le président Reagan autour d'un café, d'un petit déjeuner, certainement savoir si le goût de leur arabica était aussi bon que ceux qui buvaient à la Maison Blanche. What more? What else? Enfin bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le Bohemian Grove, je vous invite à charbonner comme des cochons, gonfler votre PEL auprès de la banque postale, et vous serez invité. Let's go les gars! Ah! En voilà une histoire passionnante qui a fait fantasmer plus d'un, et depuis très longtemps. Ça mériterait même une vidéo à part juste sur le Vatican. D'ailleurs, si ça vous chauffe, mettez-le en commentaire, j'en prendrai bonne note. Les archives secrètes apostoliques du Vatican se trouvent donc dans la Cité du Vatican et représentent une large collection de manuscrits, de livres, de tablettes anciennes, d'actes, et qui décrivent des événements du passé et d'autres informations diverses qui concernent le gouvernement et le monde en général. Seules 3 personnes ont aujourd'hui le privilège de pouvoir accéder à ces archives, le souverain pontife, le cardinal des secrétaires d'État et le préfet des archives, et toute autre personne qui tenterait d'y pénétrer encourt l'excommunication. Donc l'excommunication, c'est être éjecté de l'église. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on y trouve pour rendre ce lieu si mystérieux et si secret? Alors des rumeurs, déjà, comme dans le livre Ange et démons, dans la trilogie de Dan Brown, qui prouveraient que Jésus-Christ n'aurait jamais existé, ou encore des lettres que le pape Pie VI écrivit à Adolf Hitler en décembre 1934. On y retrouve par exemple des descriptions concernant le procès de Galilée, l'excommunication de Martin Luther, ou encore des lettres de Michel-Ange. Les archives secrètes du Vatican contiendraient officiellement des objets historiques datant de plus de 12 siècles. Donc ces vastes archives de 40 km² abritent énormément de reliques, des lettres écrites par Michel-Ange par exemple, ou aussi des appels à l'aide de la reine Marie d'Écosse, qui demandait de l'aide au pape avant d'être exécutée. Donc il pourrait s'agir de la plus grande collection historique et d'objets historiques du monde. Et les archives secrètes sont donc entourées de mystères, et sujettes à de folles théories, et de conspirations bien évidemment. Inclus donc des preuves de magie, des preuves de Satan, de démons, d'extraterrestres, et de détails sur l'apocalypse prédite, donc le jugement dernier, ou même aussi le chronoviseur manquant. Alors le chronoviseur manquant, c'est un appareil ingénieux qui permet à ses utilisateurs de voir les événements du passé ou du futur, et qui aurait été construit par un prêtre et scientifique italien, le père, que je me trompe pas, Pellegrino Maria Metti, afin qu'il puisse être témoin de la crucifixion du Christ. Fascinant, vraiment. Alors par contre, à moins d'être un érudit trié sur le volet, et approuvé par le Vatican, et d'avoir spécifiquement demandé à voir une relique en particulier, parce qu'on n'a pas accès à tout, et ben vos chances d'y accéder, elles sont même de 0. Ah, l'Italie, les pâtes, la pizza, l'amour, la beauté des paysages, le football, la Vespa, Maradona. Oh, cliché, cliché, alerte au cliché. Alors, chaque année, des milliers de touristes s'envolent pour Venise, ville des amoureux, afin de découvrir la place San Marco, le palais des Doges, le pont des Soupirs. Mais nul ne vient sur l'île de Poveglia. Et pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que cette île, elle se situe entre la ville de Venise et l'île du Lido, et elle est interdite d'accès complètement. Dans la lagune de Venise, ce petit bout de terre ne mesure que 900 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme, et a été entièrement laissé à l'abandon, et sa réputation dépasse les frontières. Cette île serait hantée. Dites-le si ça vous saoule que je bois mon café. Donc, après avoir été témoins de phénomènes étranges et effrayants, les derniers habitants ont déserté les lieux. Même les pêcheurs de la lagune persistent à contourner l'île pour ne vraiment pas s'en approcher, de peur de croiser quelques revenants. Alors, vous me direz pourquoi. D'où ça vient cette histoire de revenants,
côté hanté des choses. Et ben en gros, cette île-là, elle servait de cimetière pour les victimes de la peste au Moyen-Âge. Ça vous met dans le mood. Et à l'époque contemporaine, eh ben on s'est dit, tiens, on va construire un hôpital psychiatrique par-dessus le cimetière. Tout ce qu'on aime pour faire un bon film d'horreur. Ouais. Et puis derrière ça, cet hôpital psychiatrique a été totalement abandonné depuis. Alors, vous allez me dire, ça cherchait la mouise volontairement, ça je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, un immense bâtiment à l'architecture encore visible, mais qui cache des phénomènes étranges, la légende raconte que certains patients auraient commencé à avoir des hallucinations et à entendre des voix des victimes de la peste. Donc les médecins psychiatres auraient alors pratiqué des lobotomies sur ces personnes-là. Globalement, pour ceux qui n'ont pas le terme, en gros on te prend un pic, on te le met dans l'œil, autour de l'œil pour accéder à ton cerveau, et on coupe une terminaison nerveuse. Voilà. Hein? Et donc on a fait ces lobotomies sur des patients qui étaient sujets à des troubles mentaux pour tenter de découvrir quel mal les rongeait. Puis, un médecin de cet hôpital psychiatrique, qui a vu lui aussi ces apparitions, se serait donc suicidé en se jetant dans le vide. Donc, depuis 1968, l'hôpital a fermé ses portes et l'île a été vidée de tous ses occupants. Ce territoire est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés de la planète. Donc clairement, si vous voulez faire une visite à Halloween, allez-y, mais ça sera sans moi les gars. Ok. Alors, là c'était assez étonnant, mais pourquoi pas. Au cœur de l'archipel du Svalbard en Norvège, donc pays des dieux nordiques, de magnifiques paysages d'ailleurs, et de Thor, et du saumon, le Svalbard Global Seed Vault est un coffre-fort qui stocke des milliers d'échantillons de semences venues du monde entier. Alors non, je vous vois venir, pas cette semence-là. Non, ça serait fou. Cette arche de Noé végétale a été conçue pour protéger la biodiversité végétale des conflits et des catastrophes naturelles. Donc c'est une sorte de police d'assurance en cas de catastrophe mondiale pour sauver la végétation de la Terre. La réserve mondiale de semences de Svalbard est une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne de Spitsberg. Donc ce site a été choisi pour une raison très simple, déjà par rapport à son climat et à la géologie qui sont parfaitement propices à la conservation de ce projet-là. Et dans les pays scandinaves, ils sont fortement impliqués dans ce dernier d'ailleurs. Donc la première pierre de ça a été posée le 19 juin 2006, et un deuxième bunker a d'ailleurs été construit le 27 mars 2017 sur l'île de Spitsberg, destiné à protéger des données telles que des textes, des photos et des vidéos en conservation. Donc la Banque génétique nordique a ainsi entreposé plus de 10 millions d'échantillons de plus de 2000 fleurs et plantes et 300 espèces différentes sur plusieurs années. Le gouvernement norvégien a financé la totalité du projet, soit à peu près 8 millions de dollars. GG à eux. Donc on estime qu'environ 1,5 million de variétés de différentes graines de cultures agricoles existent encore de par le monde. Donc en février 2019, la banque de graines de Svalbard conserve plus de 983 500 échantillons. En février 2019, donc la banque conserve 983 500 échantillons de graines des principales espèces alimentaires, le maïs, le riz, le blé, l'aubergine, la laitue, l'orge, la pomme de terre, etc., etc. Et ce nombre augmente régulièrement. Et je trouve ça complètement dingue d'avoir un humain qui ait créé et prévu tant de choses, et fabriquer un complexe entier digne d'un Walking Dead pour des pommes de terre. Mais c'est vrai que c'est très beau de conserver ça au cas où, à quel rythme on est en train de tout foutre en l'air. Incroyable ce que l'humain peut faire pour laisser une trace de son passage et d'être sûr que tout ce qui est aujourd'hui persiste demain. Alors, tout d'abord pour situer cette image-là. Vous connaissez peut-être les visages emblématiques de cette armée souterraine de guerriers en terre cuite de Xi'an, l'une des plus incroyables découvertes archéologiques de tous les temps. Bien que ce site reçoive des milliers de touristes chaque année, peu d'entre eux savent qu'il y a un empereur qui est enterré dans son mausolée à cet endroit. La tombe de Qin Shi Huang. Et si, plusieurs siècles plus tard, les archéologues sont inquiets à l'ouverture de son tombeau, c'est justement en raison du caractère redoutable de Qin Shi Huang qui aurait fait installer des pièges mortels. Donc si tout le reste du mausolée a été fouillé et étudié, les scientifiques redoutent d'ouvrir sa tombe. Donc les craintes se sont basées sur les écrits
de Sima Qian, un historien chinois, qui décrivait les pièges possibles placés à l'intérieur de la tombe de l'empereur. Les artisans ont reçu l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches, amorcées pour tirer sur toute personne tentant d'entrer dans le tombeau. Et du mercure aurait été utilisé pour simuler les 100 fleuves, le Yangtze et le fleuve jaune, ainsi que la Grande Mer. Et tout ça, ça a été réglé pour couler mécaniquement, et donc tout ça, ça a été écrit 100 ans après la mort de l'empereur. Donc comme l'explique le journal Insider, pendant longtemps les scientifiques ont considéré ces récits comme fantaisistes, mais une étude réalisée en 2020, donc c'est vraiment pas très vieux, a finalement révélé que les concentrations de mercure autour du tombeau étaient beaucoup plus élevées que ce qu'ils attendaient. La présence de mercure fait écho à de nombreux récits de l'époque, et aussi à la passion de Qin Shi Huang pour ce métal liquide qu'il associait justement à la vie éternelle. Et comble du sort d'ailleurs, c'est con parce que du coup il est mort d'un empoisonnement au mercure quand il avait 49 ans. Bon, outre la présence de mercure, c'est déjà chaud. Les pièges, c'est chaud. Les archéologues y craignent également d'endommager la tombe, qui est vieille de plus de 2000 ans, car le complexe funéraire a été classé au patrimoine de l'UNESCO, et donc quasi aucune chance de voir ce tombeau ouvert un jour. Mais est-ce qu'on en a vraiment envie en fait ? Alors là, parce que celui-là, je connaissais pas du tout cette histoire, et je trouvais ça hyper intéressant. Alors, cette église, vous pouvez voir la photo actuellement, elle date du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc l'église Notre-Dame de Sion prétend contenir l'un des objets les plus mystiques de la religion catholique. Oui, cette église abriterait aujourd'hui l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance. L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Une enquête commencée en 1983 a convaincu le journaliste anglais Graham Hancock, qui a localisé la fameuse Arche d'Alliance, le coffre dans lequel les Hébreux conservaient les tables des lois dans cette église. Alors déjà, info pour ceux qui ne le savent peut-être pas, et je l'ai découvert moi-même là-dedans, l'arche existait. Elle était en bois d'acacia, elle était recouverte d'or, elle était surmontée de 2 petits chérubins en or qui se faisaient face sur le couvercle. Et elle mesurait, selon les textes de l'époque, 2 coudées et demie de long par 1 coudée et demie de large et autant de haut. Donc ce qui fait dans nos mesures d'aujourd'hui 1,14 m de long par 0,68 m de haut et autant de large. Donc il apparaîtrait, donc selon différentes indications, que cette arche d'alliance ressemblait au coffret égyptien qu'on a pu trouver dans le tombeau de Toutankhamon. Donc elle se trouverait actuellement dans la nouvelle église chrétienne de Sainte-Marie de Sion, construite à Aksum, en Éthiopie, sur l'emplacement de l'ancienne église du même nom, construite en 372, et qui fut sans doute la première église chrétienne de l'Afrique subsaharienne. Donc les prêtres qui seraient en garde de l'Arche d'Alliance en interdisent le spectacle à tous les visiteurs. La légende veut en effet que le spectacle de l'Arche, qui serait insupportablement radieuse, tue le commun des mortels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'a jamais été montrée que bâchée lors des cérémonies publiques. Personne d'autre que les prêtres de cette église n'ont donc vu l'Arche. Il est donc impossible de savoir ce que recouvre cette légende. Donc il est vrai que le côté scintillant de l'or qui la recouvre lui prête une brillance vraiment hissée par-dessus l'imagination classique et au-delà du surnaturel. Mais si elle foudroyait réellement le commun des mortels, du fait de la présence d'un matériau radioactif par exemple, donc il est douteux qu'elle ait pu être transportée de la Palestine en Éthiopie sans faire d'innombrables victimes du coup. Et parce que d'ailleurs certains récits racontent que l'arche contiendrait une météorite. Donc seule une autorisation des supérieurs de l'église de Sainte-Marie de Sion permettrait d'examiner l'arche. Si vous êtes chaud, allez-y, demandez. Et vous me direz après, hein. Ça m'intéresse. Et le récit de Hancock suggérerait qu'on savait en Europe depuis le Moyen-Âge au moins où se trouvait l'arche. Donc tout peut être spéculation dans cette histoire, ou peut-être que tout est vrai. Donc j'ai envie, tentez votre chance comme gardien de l'église de Sainte-Marie de Sion, envoyez votre CV, et franchement, vous me tournez une petite vidéo sur place et puis vous me l'envoyez parce que moi ça m'intéresse. Merci bien. Et voilà, on a terminé de faire la visite de ces lieux interdits à l'homme. Alors je sais qu'il en reste effectivement certainement beaucoup à étudier,
Mais de ceux-là, c'était pour moi les plus intéressants à vous expliquer, et j'avais bien envie d'aller gratter un petit peu, de vous trouver effectivement ces petites infos-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous a intrigué le plus, et si vous en connaissez d'autres histoires que vous aimeriez effectivement que j'aille gratter, ou qu'on raconte, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup de faire ces recherches pour vous là-dessus, et de raconter tout ça, et de discuter tranquille à un bureau, avec José aussi bien sûr. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Remake et Grossama, laissez un commentaire si vous le souhaitez, ça fait plaisir, la petite cloche, et surtout partagez la vidéo, ça nous aide grandement. Allez, ciao!